Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. En tout cas, entre Fashion Week de Paris et grandes annonces, ça a été très chargé en actu mode cette semaine, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Chanel, qui a lancé un nouveau projet pour renforcer son lien avec le monde culturel. On abordera ensuite une mauvaise nouvelle, ça faisait longtemps. Deux marques de mode ont demandé leur placement en redressement judiciaire. Puis on évoquera l'actu qui a fait trembler le monde de la mode cette semaine. Anna Wintour quitte son poste de rédactrice en chef de Vogue US. Après ça, on zoomera sur quelques défilés marquants de la Fashion Week de Paris, avant de prendre la direction d'une nouvelle exposition dédiée à Coco Chanel. Seulement quelques semaines après la création d'une entité dédiée à la mode circulaire et au recyclage textile, Chanel dévoile un nouveau projet. Mais cette fois, elle renforce son lien avec le monde culturel en lançant Art et Culture, une revue annuelle dédiée aux collaborations artistiques et culturelles menées par Chanel ces 5 dernières années, un magazine de 250 pages piloté par Yana Peel, la directrice mondiale des arts, de la culture et du patrimoine de la maison. Alors c'est pas une initiative étonnante et qui tombe vraiment du ciel, puisqu'on en a déjà parlé ici. Chanel a une véritable présence dans le mécénat culturel, la maison a même créé le Chanel Culture Fund, un programme international d'initiatives et de partenariats qui a pour objectif de soutenir des artistes innovants à travers le monde. Cette revue culturelle est donc une extension de ce travail finalement. À l'occasion de sa sortie, Chanel a dévoilé une installation immersive à Londres. En parallèle, la revue est distribuée dans des librairies indépendantes et pointues de 20 grandes villes dans le monde, allant de Paris à Tokyo en passant par New York et Séoul. Eh bien, ça faisait presque longtemps qu'on n'avait pas parlé d'enseignes de mode en difficulté ici. Il y a quelques jours, selon une source de l'AFP confirmant une information du site fashionnetwork.com, ce sont les marques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam qui ont demandé leur placement en redressement judiciaire. Les deux enseignes appartenant au groupe Fast Retailing, qui détient notamment Uniqlo, rencontrent des difficultés et cette demande est donc motivée par la poursuite de leur détérioration financière dans un contexte de marché qui ne s'est pas amélioré. Et en soi, déjà, vu tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas étonnant, mais en plus, Princesse Tam Tam avait déjà fermé 40% de ses boutiques en 2022. Il lui reste donc 50 points de vente en tout et 40 pour Comptoir des Cotonniers. Environ 500 salariés sont concernés. C'est la plus grande nouvelle de la semaine, si ce n'est de l'année. Anna Wintour quitte son poste de rédactrice en chef de Vogue US. Non, vous ne rêvez pas, la papesse de la mode rend son tablier après presque 40 ans à la tête du magazine de mode le plus influent au monde. Elle l'a annoncé elle-même à ses équipes lors d'une réunion éditoriale ce jeudi 26 juin 2025, expliquant qu'elle était notamment à la recherche de son remplaçant. Et Anna Wintour ne s'en va pas totalement puisqu'elle va rester responsable du contenu des marques du groupe Condé Nast au niveau mondial. Alors c'est quand même la fin d'une ère, hein. Anna Wintour avait été nommée en 1988 à la rédaction en chef de Vogue et a joué un grand rôle dans le secteur de la mode à travers le magazine, en mettant en avant des créateurs comme Marc Jacobs, Alexander McQueen ou encore John Galliano, et elle est devenue une telle légende qu'elle a même inspiré le personnage de Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada. Franchement, je m'attendais à ce que ça arrive un jour, mais je pensais pas que ça arriverait maintenant, comme quoi l'année 2025 est vraiment pleine de surprises. Cette semaine, c'est la Fashion Week masculine de Paris, alors comme j'ai l'habitude de le faire sur le podcast, je vais revenir sur quelques défilés majeurs de la semaine. Alors on commence par le défilé Saint-Laurent qui a eu lieu lundi, et pour l'occasion, Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison, il a dévoilé sa collection au sein de la Bourse de commerce autour d'une œuvre aquatique et musicale de l'artiste Céleste Boursier-Mougenot. Pour cette collection masculine printemps-été 2026, on sent qu'Anthony Vaccarello a puisé dans les archives de la maison, mais aussi dans le passé d'Yves Saint-Laurent, parce que pendant le défilé, on avait parfois l'impression de voir le couturier lui-même, tellement ça reprenait son style et son esthétique, les épaules carrées, les lunettes, mais on a retrouvé également des clins d'œil aux pièces phares du vestiaire Saint-Laurent, tels qu'un short beige retroussé qui rappelait un peu la saharienne de 1967, les tailleurs aux épaules saillantes, la transparence, le tout dans des nuances qui sentent bon l'été, allant du vert d'eau au bleu en passant par le jaune et le bordeaux. Le lendemain matin, après Berluti, c'est Jeanne Friot qui a dévoilé sa collection, et quel plaisir parce que sa collection était politique et on va pas se mentir, c'est de plus en plus rare sur les podiums qu'il y ait de vrais statements comme ça. Dans une époque où les personnes transgenres
transgenres sont montrés du doigt et stigmatisés, chez Jeanne Friot, c'est elle qui mène la danse, puisque la créatrice a décidé de faire défiler uniquement des modèles transgenres pour dévoiler une collection entièrement upcyclée et made in France. Pour l'occasion, elle a célébré la transidentité à travers des nuances blanches, bleues et rose pastel, les couleurs du drapeau trans. Elle a également dévoilé un t-shirt blanc sur lequel était inscrit Trans Lives Matter. Interviewée par l'AFP, Jeanne Friot a expliqué que pour elle, c'était une manière de créer un moment de joie face à cette communauté qui est très oppressée en ce moment et à laquelle on enlève beaucoup de droits, et qu'en tant qu'allié de leur cause, il fallait en parler bien, les représenter et les rendre visibles. Quelques heures plus tard, c'était le défilé Trois Paradis, et pour l'occasion, la maison fondée en 2013 par Emric Tchatchoua a dévoilé Steps to Nowhere, une collection que le créateur a fait défiler au ralenti dans un décor désertique recouvert de sable, une ambiance presque de circonstance puisqu'il faisait plus de 30 degrés à Paris ce jour-là, avec des nuances de beige, brun, bleu, jaune et même fuchsia. La collection est inspirée de l'imaginaire du Petit Prince, le roman d'Antoine de Saint-Exupéry. En backstage, Emric Tchatchoua a confié qu'il pensait qu'on était tous un peu ce voyageur perdu dans le désert à la recherche de sens, à la recherche de but dans nos vies. Je cite, le Petit Prince, c'est le début de l'histoire, ce personnage qui s'écrase dans le désert en avion et qui erre à la recherche de sens. Moment marquant du défilé aussi, Jean-Charles de Castelbajac, l'une des inspirations majeures du créateur de mode, s'est mêlé aux autres mannequins. Cette collection parle du Petit Prince et Jean-Charles est un éternel enfant, a expliqué Emric Tchatchoua. Ce soir, c'était le calme avant la tempête au défilé Ami, organisé en plein air place des Victoires où se trouvent notamment les bureaux d'Ami. Le défilé a commencé in extremis juste avant l'orage. Alors évidemment pour l'occasion, on a retrouvé l'esthétique résolument parisienne de la maison fondée par Alexandre Matussi, rien qu'avec le lieu en vérité, mais aussi avec les silhouettes teintées d'élégance effortless, contrebalancées par des vestes cintrées mais fermées sur un seul bouton. On a également retrouvé une déclinaison de chemises à rayures bleues et de jupes à maxi boucles. Et vendredi, c'était le défilé qu'on attendait tous cette semaine, on va pas se mentir, les grands débuts de Jonathan Anderson chez Dior. Et il a su se faire désirer en vérité parce que tous les jours précédant le défilé, il y avait tout un teasing d'images, de photos qui ont constitué son moodboard pour la collection, avec notamment les portraits de Basquiat et Lee Radziwiłł par Andy Warhol, qui ont grandement nourri sa vision créative pour Dior. Dans une interview accordée au Figaro avant le défilé, Jonathan Anderson a expliqué que ce show concentrait sa vision de l'homme Dior, mais plus généralement de la maison, car l'homme et la femme fonctionnent ensemble. Je cite, je ne dis pas qu'elle est parfaite et je suis persuadée que certains vont la détester, d'autres l'adorer. C'est la bonne pour moi en tout cas. Et ben écoutez, moi j'ai adoré. Le défilé a eu lieu en début d'après-midi aux Invalides sous les yeux d'un sacré parterre de stars allant de Rihanna à Sabrina Carpenter en passant par Daniel Craig. Le premier look de la collection était un tailleur-bar au masculin inspiré de la pièce phare du vestiaire créé par Christian Dior, qui était porté avec un short cargo sublimé par un volume de tissu déposé en millefeuille sur les côtés, sans doute en référence à la ligne ailée de 1948. On a retrouvé une déclinaison de veston, souvent agrémentée d'un subtil motif fleuri en référence à la fascination de Christian Dior pour les fleurs. Jonathan Anderson a également décliné un vestiaire inspiré du 18e, une époque là encore très admirée par Christian Dior. En fait, pour moi, c'est la collection parfaite. Elle est ni trop classique ni trop extravagante, elle est vraiment juste. Un équilibre parfait entre la patte de Jonathan Anderson et l'héritage de la maison. Bref, on n'est pas étonné, c'était super. À l'heure où j'enregistre ce podcast, la Fashion Week n'est pas finie, donc si vous souhaitez la suivre, je vous invite à aller voir le calendrier que je vous mets en lien dans la bio de l'épisode. Comme ça, vous pouvez aller sur les sites ou les réseaux sociaux des marques à l'heure indiquée pour ne rien louper. C'est l'heure de la minute culture mode et après la Normandie, je vous propose cette fois de partir sur la Côte d'Azur. Après tout, cette circonstance, c'est quasiment les vacances d'été. Jusqu'au 5 octobre prochain, le nouveau musée national de Monaco à la Villa Paloma consacre une exposition à Coco Chanel et plus précisément à son travail pendant les années 1920, aussi appelées les années folles. L'expo retrace l'impact des créations de Coco Chanel sur la mode et le vestiaire de l'époque, qui se libérait alors de plus en plus pour embrasser un style plus moderne. Pour l'occasion, le nouveau musée national de Monaco rassemble une trentaine de modèles et d'accessoires Chanel associés à des œuvres d'artistes majeurs de l'époque, allant de Pablo Picasso à Man Ray en passant par Jean Cocteau. Et voilà, votre dose d'actu mode touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'adore toujours quand c'est la Fashion Week, il se passe plein de choses, c'est cool. En tout cas, merci d'être là et de m'écouter. Bienvenue si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à donner votre avis avec les petites étoiles. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.